Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, quand vos croyances créent le conflit. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière ces erreurs de perception que votre cerveau commet automatiquement lors d'un conflit. Et je vous donnerai à la fin une technique d'urgence pour éviter l'explosion immédiate. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Alors Socrate le disait déjà il y a 2500 ans, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, ce n'est pas tellement ce que fait l'autre qui vous met hors de vous, ce n'est pas son refus, ce n'est pas sa colère. Ce qui vous trouble, c'est ce que vous pensez de sa colère, c'est ce que vous croyez de la situation, c'est la représentation que vous vous en faites. Mais soyons honnêtes, comprendre ça intellectuellement, ici, au calme, c'est facile. L'appliquer quand vous bouillonnez de colère, quand le cœur bat à 100 à l'heure, quand vous avez envie de dire des choses que vous regretterez, c'est une autre histoire. Nous verrons dans un prochain épisode comment gérer cette montée de température, comment utiliser des techniques psychophysiologiques pour reprendre le contrôle sur les émotions. Mais aujourd'hui, nous allons attaquer la racine du problème, l'erreur de logiciel, l'erreur de perception qui allume la mèche. Parce que lors d'un désaccord, votre cerveau fabrique des représentations fausses. Et ce sont ces représentations qui fabriquent votre colère. D'abord, qu'est-ce qu'une croyance et une représentation ? Une croyance, c'est une conviction que vous tenez pour vraie. C'est une interprétation de la réalité que vous ne remettez plus en question. Vous la prenez pour un fait. En fait, c'est bien souvent des choses que la société vous a apportées, que votre système familial vous a transmis. Et bien souvent, suivant les expériences que vous avez eues, vous avez comme ça tiré des convictions que vous tenez pour vraies et que vous ne remettez pas en question. Une représentation, c'est différent, c'est l'image mentale que vous construisez d'une situation. C'est le film que vous vous faites dans votre tête. Votre cerveau ne voit pas la réalité brute. Il construit une représentation, une carte mentale. Et cette représentation est bien sûr nourrie par vos croyances. Par exemple, quelqu'un ne vous salue pas dans un couloir. Votre représentation de la scène, c'est « il m'ignore ». C'est ce que vous vous dites de son attitude. Et votre croyance, c'est « il m'en veut ». Cette croyance n'est pas un fait véritable ni vérifiable, c'est une interprétation. Peut-être qu'il ne vous a pas vu, peut-être qu'il était perdu dans ses pensées, mais votre cerveau a choisi une explication parmi des dizaines possibles. Et cette explication, cette croyance, vous allez la traiter comme si c'était la vérité. Donc la représentation, c'est l'image mentale que vous vous construisez de la situation. L'interprétation que vous en faites est basée sur, en fait, une croyance que vous pouvez avoir. Alors le problème, eh bien ces croyances et ces représentations déclenchent vos émotions. Si vous vous représentez la scène comme « il m'ignore » et que vous croyez « il m'en veut », vous ressentez de la colère. Si votre représentation est « il ne m'a pas vu », c'est donc en fait l'interprétation que vous allez faire, eh bien, elle sera sûrement « il était distrait ». Vous ne ressentez rien de particulier. Vous voyez, même événement, deux représentations différentes, deux émotions différentes. Le drame, c'est que nous sommes tous convaincus que notre représentation est objective.
et ensuite que notre croyance ou que notre interprétation est la seule lecture possible. Nous confondons notre carte mentale avec le territoire réel. Selon notre expérience chez Rezovko, après avoir accompagné beaucoup de situations conflictuelles, nous observons 3 erreurs de représentation qui reviennent systématiquement. 3 croyances automatiques qui transforment un simple désaccord en guerre ouverte. Je vais vous les présenter une par une. Première erreur, est-ce qu'il est vraiment contre vous ? La première erreur, c'est la personnalisation. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous avez tendance à vous représenter la scène comme une attaque et vous croyez qu'il est contre vous. Imaginez, vous êtes en réunion, vous proposez une idée, un collègue dit « non, pas du tout, ça ne marchera pas ». Instantanément, qu'est-ce qui se passe ? Il devient un ennemi. Il ne critique pas votre idée, il vous attaque personnellement. Ces mots sont des attaques. Et si votre cerveau, votre système limbique, cette partie archaïque qui gère les menaces, identifie un ennemi, il n'a qu'une seule réponse, la colère pour vous donner l'énergie de vous battre. C'est un mécanisme de survie qui date de nos ancêtres. Quand on vivait la savane, si quelqu'un était contre vous, votre vie était en danger. Alors, le cerveau a appris à réagir vite. Colère, préparation au combat. Le problème, on n'est plus dans la savane. On est dans une salle de réunion et ce réflexe sabote vos relations. C'est la première erreur de représentation. Confondre un désaccord avec une agression personnelle. Et vous, ça vous parle ? Deuxième erreur. La deuxième erreur survient quand le ton monte. Quelqu'un vous menace, il dit qu'il va partir, rompre le contrat, vous poursuivre en justice. Et là, quelle représentation vous construisez ? Vous vous représentez l'autre comme un manipulateur et vous croyez « il veut me faire peur, il veut me forcer ». C'est une croyance sur son intention. Vous pensez qu'il a une stratégie pour vous diminuer, pour vous effrayer, qu'il essaie de vous manipuler par la peur. Et si vous pensez ça, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous pouvez lui montrer que vous n'avez pas peur. Vous contre-menacez, vous durcissez. L'escalade est immédiate, automatique. Personne n'a envie de se laisser intimider. Alors on monte d'un cran et l'autre monte encore. Et voilà comment on passe d'un désaccord à une guerre totale. Sauf si bien sûr vous avez un profil où vous privilégiez le retrait. Troisième erreur, c'est face à l'agressivité pure. Quelqu'un est blessant, il a des mots durs, il attaque votre personne. Vous vous représentez l'autre comme un bourreau. Et vous croyez, il veut me faire du mal. Vous pensez que son objectif est de vous faire souffrir, que c'est délibéré, calculé. Si vous croyez ça, la colère surgit instantanément pour défendre votre amour-propre, pour protéger votre dignité, et vous allez vouloir contre-attaquer, lui faire mal en retour, œil pour œil, dent pour dent. Mais là encore, est-ce vraiment son intention ? Alors récapitulons rapidement où on en est. On vient de voir 3 croyances automatiques, 3 représentations fausses. Il est contre moi, il veut me faire peur, il veut me faire du mal. Mais pourquoi notre cerveau fait-il systématiquement ces erreurs ? Eh bien, ce type d'erreur, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Notre cerveau va déformer la réalité pour simplifier le monde. En fait, notre cerveau reçoit des millions d'informations chaque seconde. Il ne peut pas toutes les traiter consciemment. Alors il prend des raccourcis, il fait des généralisations, il remplit les blancs avec ce qu'il connaît déjà. Ces raccourcis, ce sont les biais cognitifs. Il en existe des dizaines et des dizaines. Cela dépend, bien souvent, de votre culture, de la société, du système familial dans lequel vous êtes, des expériences que vous avez pu avoir. Alors tenez par exemple, le biais de confirmation. Vous ne voyez que ce qui confirme ce que vous pensez déjà. Si vous croyez que votre collègue vous en veut, vous allez remarquer chaque fois qu'il ne vous salue pas. Mais vous n'allez pas remarquer
les 10 fois où il a été sympa. Ce biais est très largement partagé. Le biais d'attribution. Vous expliquez le comportement des autres par leur caractère, mais le vôtre par les circonstances. Si vous êtes en retard, c'est parce qu'il y avait des bouchons. Si l'autre est en retard, c'est parce qu'il est irrespectueux. Le biais de négativité. Vous vous souvenez beaucoup plus des mauvaises expériences que des bonnes. Un conflit, même résolu, laisse une trace plus profonde que 10 interactions positives. Là aussi, ce biais est largement partagé. Nous leur consacrerons un épisode d'expertise complet, tant le sujet est fascinant et crucial pour comprendre vos conflits. Mais pour l'instant, restons concentrés sur les 3 représentations automatiques que nous avons sélectionnées, parce que ce sont elles qui sabotent souvent vos relations au quotidien. Questionnez vos certitudes. En réalité, ce que je pense, ce que je me dis de ce que j'ai vu, est-ce vraiment vrai ? Questionnez aussi vos croyances. Est-ce vrai que quelqu'un qui refuse est contre vous ? Est-ce vrai que quelqu'un qui menace veut vous faire peur ? Est-ce vrai que quelqu'un qui blesse a pour objectif de vous faire du mal ? Ça vaut le coup de mettre ces certitudes à l'épreuve. Parce que si vous vous trompez sur l'intention de l'autre, vous allez réagir de façon totalement inadaptée. Et c'est exactement ce qui transforme un désaccord en conflit durable. Reprenons la première croyance. Il est contre moi. Si vous chaussez vos lunettes de vision profonde, si vous prenez du recul, vous allez peut-être comprendre une vérité toute simple. Il n'est pas contre vous. Il est juste pour lui, ou elle est juste pour elle. Ce n'est pas parce que c'est vous qui êtes là qu'il dit non. Ce n'est pas personnel. Il a un intérêt à défendre. Le sien. Quelque chose à protéger. Ses propres enjeux, ses propres besoins, ses propres peurs, ses propres croyances, sa propre lecture de ce qui se passe. Par exemple, vous proposez de changer de fournisseur, un collègue dit non. Vous pensez, il bloque toujours mes initiatives. Mais peut-être qu'il a passé 2 ans à construire une relation avec ce fournisseur. Peut-être qu'il a peur que ça se passe mal avec le nouveau. Peut-être que son évaluation annuelle dépend de la stabilité de cette relation. Il n'est pas contre vous. Il est pour la sécurité de son projet. Il est pour la protection de son travail. Vous le voyez comme quelqu'un qui est pour lui. Et ça change tout. Vous aussi, vous êtes pour vous. Vous défendez vos intérêts. Vous êtes dans le même bateau. Dès que vous remplacez la représentation « il est contre moi » par « il est pour lui », la colère diminue. Elle tombe un petit peu. Il n'y a plus d'ethnie, juste un autre être humain avec ses propres besoins. Et 2 personnes qui défendent leurs intérêts. Ça se négocie, ça se discute. Mais 2 ennemis, ça s'affronte. Vous voyez la différence ? Maintenant, la deuxième croyance, la menace. Il veut me faire peur. Quel serait le contraire de cette représentation ? Peut-être qu'il défend quelque chose de vital pour lui. Donc, il a peur de perdre quelque chose. Si vous changez votre représentation, si vous le voyez comme quelqu'un qui a peur, et non comme quelqu'un qui veut vous effrayer, votre émotion change radicalement. Pensez-y, on n'a pas envie d'attaquer quelqu'un qui a peur. On a plutôt envie de comprendre ce qui le terrorise. Par exemple, un collaborateur dit « Si vous faites ça, je démissionne ». Votre première représentation peut être « Il me fait du chantage, il veut m'intimider ». Et si vous vous disiez « Tiens, il a peur ». Il a peur de quoi pour aller jusqu'à menacer de démissionner ? Peut-être qu'il a peur de perdre sa crédibilité. Peut-être qu'il a peur que son équipe ne le respecte plus. Peut-être qu'il a peur de ne plus avoir de contrôle sur son travail. Vous pouvez revoir à ce titre les premiers épisodes de ce podcast. Nous parlions de la peur. Au lieu de vous dire « Ah, il veut jouer à ça », eh bien qu'il démissionne. Vous vous dites du coup « De quoi a-t-il si peur pour me menacer comme ça ?» La curiosité arrive, la colère tombe.
Et la curiosité, c'est ce qui ouvre le dialogue, c'est ce qui permet de résoudre vraiment le problème. Parce qu'un conflit, ce n'est jamais juste ce que vous voyez en surface. C'est toujours quelque chose de plus profond qui se joue. Et c'est justement sur ça que nous travaillons chez Rezovco, aller au cœur du conflit, mettre à jour les enjeux visibles. Dans des situations complexes, vous aurez certainement besoin de l'aide d'un expert. Mais pour des situations simples, vous pouvez tout à fait utiliser ces principes de une même situation, de représentations différentes, de croyances différentes, de réactions totalement opposées. Et enfin, pour celui qui est blessant, il y a un dicton. Il n'est point de méchant, il n'est que de souffrant. Quelqu'un qui attaque, qui essaie de blesser, c'est souvent quelqu'un qui a mal. Il essaie de se soulager d'une douleur intense. C'est comme un animal blessé qui mord. Il ne mord pas parce qu'il est méchant. Il mord parce qu'il a mal, parce qu'il a une blessure, parce qu'il se sent faible quelque part. Quand vous blessez les autres, cela nous arrive à tous. Est-ce parce que vous êtes un monstre ? Non. C'est parce qu'à ce moment-là, souvent, c'est insupportable pour vous. Vous avez mal, vous vous sentez coincé, incompris, méprisé, alors vous attaquez. Si vous arrivez à changer votre représentation, si vous voyez l'autre non pas comme un bourreau mais comme quelqu'un qui souffre et qui ne sait pas gérer sa souffrance autrement, vous ne le prenez plus personnellement. C'est juste l'aveu d'une vulnérabilité chez lui. Attention, ça ne veut pas dire que vous acceptez de vous faire insulter. Non. Ça veut dire que vous comprenez ce qui se passe vraiment. Et vous pouvez dire « Je vois que c'est très difficile pour toi. Je vois que tu as très mal. Mais je ne peux pas accepter que tu me parles comme ça. On va faire une pause. » Vous posez une limite, sans contre-attaquer, sans blesser en retour. Juste poser une limite. Et ça, c'est la vraie force, l'intelligence émotionnelle. Et vous savez quoi ? Sans intelligence émotionnelle, pas de négociation qui fonctionne vraiment. Les techniques, le juridique, l'organisation, tout ça, c'est nécessaire. Mais si vous ne traitez pas le psycho-émotionnel, vous n'arrivez à rien de durable. Alors, on retrouve ce qu'on a vu au début de cet épisode. Vous vous souvenez ? Ce ne sont pas les événements qui vous troublent, ce sont vos représentations, vos interprétations et vos croyances. On a vu 3 croyances automatiques. Il est contre moi, il veut me faire peur, il veut me faire mal. Ce sont des biais cognitifs, des raccourcis mentaux que votre cerveau prend automatiquement. Et on vient de voir comment corriger ces 3 représentations. En réalité, il est pour lui, il a peur, il souffre d'une blessure, d'une vulnérabilité, d'une peur. Maintenant, je vais vous donner un exemple personnel pour vraiment ancrer tout ça. Un membre de notre famille est décédé il y a quelques années. Il y avait un bien immobilier à partager entre héritiers. Un héritier avait besoin de cet argent pour un projet professionnel important. Et bien sûr, il avait trouvé un acheteur. Le prix était légèrement inférieur à l'estimation haute, mais c'était un bon prix, réaliste. Il appelle un autre héritier et lui dit « J'ai un accord, on peut vendre ». Et l'autre lui répond sèchement « Non ». Pourquoi ? Ce n'est pas le bon prix, il faut attendre. Combien de temps ? Indéfiniment. À ce moment-là, quelle représentation le premier a construit ? Il se représente la scène comme « il me bloque exprès ». Et sa croyance ? Il est contre moi. Il veut m'empêcher de réaliser mon projet. La colère monte en flèche. Il était prêt à dire à l'autre des choses horribles, à détruire la relation, à aller voir un avocat pour forcer la vente. Heureusement, il a appliqué une pause. On en parlera plus en détail dans un prochain épisode. Mais là, il a dit simplement « Ok, on en reparle ». Une fois calmé, il a questionné sa croyance. Est-ce qu'il veut vraiment m'embêter ?
Est-ce que c'est vrai qu'il fait ça contre moi? Ce n'est pas son genre. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Et là, il a eu un déclic. C'est trop tôt. Ça ne faisait pas assez longtemps que le décès avait eu lieu. Pour lui, vendre maintenant, c'était brader la mémoire. C'était comme si on se débarrassait trop vite de la personne disparue. C'était symboliquement violent. Toute la colère du premier est tombée d'un coup, de la haine à la compassion en une seconde. Ce n'était pas contre lui, c'était de l'amour pour le défunt, c'était du respect, c'était de la douleur. Il a donc appelé, quelques jours plus tard, l'autre héritier. En fait, c'est que c'est trop tôt pour toi. C'est ça, c'est que tu ne veux pas qu'on brade symboliquement ce qu'on nous a légué, c'est ça? Silence. Et puis d'une voix émue, oui, c'est exactement ça. Tu sais, je n'ai même pas réussi à effacer son numéro de mon téléphone. Et le premier de dire moi non plus. Ils étaient connectés, vraiment. Si le premier était resté sur sa représentation « il est contre moi », il aurait détruit la relation. Il aurait peut-être forcé la vente par la justice et il ne se serait plus jamais parlé. En changeant sa représentation, en remettant en question sa croyance, il a non seulement préservé la relation, il l'a renforcée. Et c'est ça que nous pensons être le vrai travail de résolution de conflits chez Rezovko. Ce n'est pas juste trouver un compromis sur les chiffres ou les décisions. C'est comprendre ce qui se joue vraiment pour l'autre. C'est désamorcer les cercles vicieux avant qu'ils ne s'installent. La clé, ne rien prendre personnellement. On pourrait résumer tout cet épisode en une phrase. Ne prenez rien personnellement. Facile à dire. Tout le monde connaît ce conseil. Mais maintenant, vous savez pourquoi vous ne devez pas le prendre personnellement. Et surtout, vous savez comment. Celui qui refuse n'est pas contre vous, il est en fait pour lui. Il défend ses intérêts. Celui qui menace ne veut pas vous faire peur. Il a en fait peur lui-même. Il protège quelque chose de vital. Celui qui blesse ne veut pas vous faire mal. Il est en fait en souffrance. Il évacue sa douleur. Si vous corrigez la représentation, si vous changez votre croyance sur l'intention de l'autre, l'émotion négative n'a plus de raison d'être. Elle s'éteint. Vous voyez ces mécaniques. Ce sont vos croyances qui créent vos émotions. Changez la croyance, changez l'interprétation, l'émotion change. Mais attention, ça ne se fait pas tout seul. Ça demande une vraie discipline mentale, un entraînement. Remettre en question vos certitudes, c'est difficile. Parce que nous sommes tous convaincus que notre vision du monde est la bonne. Mais notre vision du monde n'est pas celle des autres. Cela demande une grande humilité. Nous pensons tous que notre vision du monde est la vision du monde, que ce qui est évident pour nous l'est pour l'autre, que notre façon de voir les choses est objective. Mais nous vivons chacun dans notre bulle de réalité. Ce que vous voyez n'est pas ce que l'autre voit. Imaginez, vous avez grandi dans une famille où on disait toujours ce qu'on pensait, directement. Pour vous, la franchise, c'est du respect. Quelqu'un qui tourne autour du pot, c'est quelqu'un de faux. Mais votre collègue a grandi dans une famille où on ne se disait jamais les choses en face. Pour lui, la franchise directe, c'est de l'agressivité. Quelqu'un qui parle cash, c'est quelqu'un de brutal. Même comportement, deux représentations opposées, deux interprétations opposées. C'est pour cela que s'intéresser à l'autre n'est pas un acte de charité. Ce n'est pas pour être gentil, c'est un acte d'intelligence stratégique. Si vous voulez que l'autre vous dise oui, si vous pensez que l'autre a quelque chose à vous apporter, si vous voulez résoudre le désaccord, si vous voulez ne pas rester dans le conflit, vous devez comprendre sa réalité, pas imposer la vôtre. Et c'est exactement pour ça que l'analyse est si fondamentale dans notre approche chez Rezovko. L'analyse, elle détermine tout ce qui suit. Si vous ratez l'analyse, si vous ne comprenez pas ce qui se joue vraiment pour l'autre, toutes vos stratégies vont échouer. Sans analyse, comme on dit, vous ratez le train.
Je vous l'ai dit au début, tout ça c'est bien beau quand on est calme. Mais quand la colère vous submerge, quand vous êtes dans le feu de l'action, votre cerveau rationnel se déconnecte, littéralement. Alors en attendant l'épisode ou les épisodes complets sur la gestion des émotions, où nous verrons des techniques psychophysiologiques précises, voici une technique d'urgence toute simple à utiliser dès maintenant. La règle des 6 secondes. La chimie de la colère, le cortisone, l'adrénaline, ça met environ 6 secondes à inonder votre système. Si vous arrivez à ne rien faire, ne rien dire pendant 6 secondes, vous récupérez une petite part de votre intelligence. Juste assez pour ne pas faire l'irréparable. Voici comment. 1. Fermez la bouche, littéralement. Serrez les lèvres. Ça empêche les mots de sortir. Certains diraient « mordez-vous la langue ». 2. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Troisièmement, expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Eh bien, 6 bonnes secondes de silence respiratoire. Ça ne résout pas le conflit. Ça ne fait pas disparaître votre colère. Mais ça évite l'explosion immédiate. Surtout quand c'est un petit désaccord. Ça évite de dire cette phrase que vous regretterez, d'envoyer ce message que vous ne pourrez plus effacer. Ces 6 secondes vous donnent la lucidité pour vous dire « je suis en colère, mais je vais répondre plus tard ». Ou bien « je vais faire un tour ». Ou bien « je vais attendre et réfléchir à comment reprendre la situation ». C'est tout, mais c'est déjà énorme. Et pour maîtriser ça, il faut s'entraîner. La plupart des dégâts dans un conflit, ce ne sont pas les désaccords qui les causent. Ce sont les réactions à chaud. Les mots qu'on lance sans réfléchir. Retenez 6 secondes, fermez la bouche, respirez, comptez. Ça peut sauver vos relations. Reprenons ensemble tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Première idée fondamentale, ce ne sont pas les événements qui vous troublent, ce sont vos croyances, vos interprétations, vos représentations. Une croyance est une interprétation que vous ne remettez plus en question. Une représentation, c'est l'image mentale que vous construisez. Deuxième idée, votre cerveau fait 3 erreurs automatiques. Il se représente l'autre comme un ennemi, comme un manipulateur, comme un bourreau. Il croit que l'autre est contre vous, qu'il veut vous faire peur, qu'il veut vous faire mal. Ces représentations sont fausses la plupart du temps. Troisième idée, ces erreurs sont des biais cognitifs, des raccourcis mentaux. Il en existe des dizaines et des dizaines. Nous avons évoqué biais de confirmation, biais d'attribution, biais de négativité, et nous y consacrerons un épisode complet. Quatrième idée, en réalité, celui qui refuse est pour lui, celui qui menace a peur, celui qui blesse souffre. Si vous corrigez votre représentation, votre colère tombe. Le travail à faire, doutez de votre première impression. Questionnez vos certitudes. Est-ce vrai ? Est-ce vraiment vrai ? C'est un travail invisible, difficile. Mais selon nous, c'est sans doute le levier le plus puissant pour transformer vos relations. Parce que les mêmes mécanismes psychologiques jouent partout. Au travail, à la maison, avec vos associés, avec votre famille. Impossible de laisser vos soucis à la porte. Et c'est pour ça que chez Resolve Co, nous nous spécialisons dans les conflits complexes. Ces situations où tout est mêlé, où les enjeux financiers, affectifs, de pouvoir sont entremêlés. Parce que c'est là qu'on crée exactement ce qu'on redoute. C'est là que les cercles vicieux s'installent. Alors un petit exercice. La prochaine fois que quelqu'un vous met en colère, 1. Les 6 secondes. Fermez la bouche et respirez. 2. Identifiez votre croyance et votre représentation. Je me représente la scène comme. Je crois qu'il veut. 3. Questionnez votre interprétation. Est-ce vraiment vrai ? Qu'est-ce qui pourrait aussi expliquer son comportement ? Et la représentation pourra changer. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec sa position, mais vous comprendrez peut-être mieux d'où il vient. Observez ce qui change dans votre émotion. C'est juste un exercice d'observation. Vous n'êtes pas obligé de tout résoudre. Juste observer.
Si vous sentez que vous êtes coincé dans un conflit, que les émotions sont trop fortes ou que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, n'hésitez pas à nous contacter chez Resolveco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à faire cette analyse en profondeur et à adapter les méthodes aux cas particuliers. Nous vous aidons à comprendre ce qui se joue vraiment, à sortir des cercles vicieux. Parfois, il faut un regard extérieur, quelqu'un qui n'est pas pris dans le conflit, quelqu'un qui peut vous aider à voir ce que vous ne voyez pas. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre site www.resolveco.fr. Si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. Vos situations réelles nous aident à créer des épisodes encore plus utiles. Je veux vous laisser avec une dernière réflexion. Dans chaque conflit, il y a 2 chemins possibles. Le premier, c'est celui de la certitude. Je sais ce qu'il veut, il est contre moi. Ce chemin mène à l'escalade, à la rupture. Le deuxième, c'est celui de la curiosité. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe pour lui. Je vais essayer de comprendre. Ce chemin mène à la connexion, à la résolution. Quel chemin allez-vous choisir ? Dans notre prochain épisode, nous irons plus loin. Comment gérer cette vague émotionnelle ? Comment utiliser des techniques psychophysiologiques à chaud ? Et dans un épisode futur, nous explorerons en profondeur tous les biais cognitifs qui sabotent vos relations. C'était les pièges de la perception, quand nos croyances créent le conflit. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode sur resolveco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolveco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolveco.